Il existe dans ce monde des personnes dont la vie n'est qu'une succession de malheurs, où les moments de tristesse ne laissent que très rarement place à des moments plus joyeux. C'est des gens qui n'ont jamais reçu l'aide de quelqu'un. Ils ont été abandonnés à leur sort et pourtant, vous trouverez quand même en eux une source de gentillesse et de bienveillance infinie. Des gens toujours prêts à aider leurs prochains. Shio faisait partie de ces gens-là. Elle aidait du mieux qu'elle le pouvait les orphelins de la région et la grandeur d'âme de cette femme réussira même à toucher le plus grand des bandits. Mais malgré cette grande lumière en elle, elle va connaître une fin tragique. Elle sera violemment agressée, torturée et découpée. Face à cette grande injustice, Kanki quittera alors le clan Saki, fondera son propre clan et quelques années plus tard, il vengera sa mort en décapitant non seulement le seigneur qui en était responsable, mais aussi en décapitant tous les survivants du château. Kanki le décapiteur était né. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue du chapitre 750 de Kingdom et comment dire, je me suis régalé. Vraiment, le chapitre de cette semaine est tout simplement incroyable. Le personnage de Kanki est très clairement l'une des plus belles réussites de Kingdom. L'une des plus belles. Et plus on apprend sur lui, plus on comprend à quel point ce personnage est extraordinaire. Dès son introduction, on nous a présenté Kanki comme un monstre avec cette planche où on le voyait décapiter lui-même des civils et on avait cette impression qu'il prenait un certain plaisir sadique à le faire. Mais aujourd'hui, on a le contexte de cet événement. Alors certes, même avec le contexte, rien ne peut justifier le massacre de civils, mais ça va permettre de nuancer le personnage. Déjà, les rumeurs étaient fausses. On disait que Kanki, à chaque fois qu'il prenait une ville ou un village, il décapitait lui-même les survivants, mais c'est pas vrai. Maron nous dira dans ce chapitre que la seule fois où Kanki était dans cet état, c'était le jour où il a vengé Shio. Autrement dit, Kanki n'est pas le monstre assoiffé de sang tel qu'il est imaginé par ses adversaires, c'est pas un psychopathe qui prend du plaisir à massacrer ses ennemis, mais il est plutôt dans une logique de vengeance. Une vengeance qui est démesurée, très clairement. Décapiter 100 000 soldats et toute une ville pour une seule personne, c'est exagéré. Mais ça reflète à quel point Kanki aime très profondément ses proches. Retenez bien cette idée de vengeance, elle sera importante pour la suite. Pendant ce chapitre, tout tourne autour de cette question. Est-ce que Kanki est un personnage qui est complètement submergé par les ténèbres? Et pour connaître la réponse, on va suivre en parallèle les réflexions du clan Saki et de Riboku. Riboku lui pense d'abord qu'il avait affaire à une armée de sauvages sans cœur qui ne connaissaient que la violence. Mais il remarque bien que ce groupe de bandits est en réalité plus soudé qu'on ne le croyait et qu'ils n'hésiteraient pas à donner leur vie pour leur boss. Ils ont bien un cœur. Alors, si ce sont des bandits qui sont capables de comprendre la douleur de perdre un proche, pourquoi sont-ils si violents? Pourquoi peuvent-ils massacrer 100 000 personnes comme ça? Pourquoi ces bandits ont autant d'empathie pour les leurs et si peu pour les autres? Et il y a, à mon sens, un mot qui permet de répondre à ces questions. Un mot qui justifie pour Kanki et son armée leurs agissements. Et ce mot, c'est vengeance. Ils se voient à chaque fois comme les premières victimes. Et comme c'est eux les victimes, alors il est normal de se venger comme on le souhaite. On peut décapiter toute une ville car ils ont tué Shio. On peut décapiter 100 000 prisonniers car c'est eux qui ont tué Raido. Alors ça c'est des exemples concrets, mais plus généralement, ils se donnent tous les droits de se venger de ce monde qui ne leur a offert qu'une vie de merde depuis l'enfance. Cette vie nous a rien donné, alors on a le droit de piller et de se servir nous-mêmes. Dans le chapitre 746, Ringyoku nous dit « On se bat avec le cœur ». Futei lui dira « Ouais, ça se voit avec tous les massacres que vous avez faits ». Et là, Kokuyu répondra « Nous sommes ceux qui avons été attaqués en premier ». Et cette phrase est très importante pour comprendre la mentalité de ces personnes. Alors évidemment, c'est un raisonnement que nous, lecteurs, on ne peut ni entendre ni comprendre. Et c'est ce que dira Riboku. Il est honnête, il dit « Non, je suis pas capable de comprendre le cœur des gens qui ont été abusés, oppressés par ce monde ». Kanki lui répondra bien sûr que tu ne peux pas les comprendre, tu n'as pas eu le même vécu. Et c'est à cet instant qu'on arrive au meilleur moment du chapitre. Riboku est en train de se dire ok, je commence à cerner un peu le personnage de Kanki, que l'origine de sa colère provient de tous ces gens qui ont subi des abus, des profondes injustices, et que tout cela l'a entraîné dans les ténèbres. Donc là, il regarde Kanki, et au lieu de voir que des ténèbres, il voit qu'il y a une petite lueur. Il y a quelque chose en lui qui brille encore. On comprend qu'en réalité, Kanki n'est jamais
tomber totalement dans le désespoir. Et c'est là que cette planche avec Sei prend tout son sens. On le comprenait pas à l'époque, mais Sei avait lui aussi compris à cet instant que Kanki n'était pas totalement vide, qu'il y avait encore quelque chose qui l'animait. Et j'irais même plus loin, c'est peut-être en se rendant compte de ça que Sei s'est dit « Bon ok, il est pas totalement perdu, je peux passer l'éponge pour cette fois ». S'il avait vu que des ténèbres en Kanki, son choix aurait pu être différent. S'il était totalement détruit de l'intérieur, il serait plus qu'une coquille vide, sans émotion, sans rien. On a dans le manga un exemple de ça. Manu, après avoir tué sans le savoir les habitants de son ancien royaume, il a complètement plongé dans le désespoir. On dit que le jour-là, Manu est mort de l'intérieur. Mais c'est pas le cas de Kanki. Et c'est justement pour ça que sa rage continue à brûler aussi fort. Et beaucoup peuvent pas le savoir, mais cette lueur qui maintient Kanki en vie, c'est tout simplement la lumière de Shio. Et là, je vous renvoie à ma revue du chapitre 733 quand Shio fut introduite pour la première fois, où je disais mot pour mot, je vous le dis dès maintenant, ce personnage a le potentiel de devenir l'équivalent de Shika pour Kanki. Et c'est exactement ça, Kanki a lui aussi rencontré sur son chemin une personne capable de l'empêcher de sombrer totalement dans les ténèbres. Et c'est parce que cette sensibilité continue d'exister chez Kanki qu'il a été capable de créer une famille même après la mort de Shio. Comme le dira la chef du clan Saki, si au début c'était bien pour venger la mort de Shio que Kanki a créé son propre clan, par la suite ils sont devenus sa famille et il tient vraiment à eux. Évidemment, Kanki c'est Kanki, il va pas te dire avec les paroles qu'il tient à toi, mais avec les actes. Par exemple en disant à Raido de ne pas prendre trop de risques pendant la bataille d'Eikyu, ou en écartant Maron, Ojiko et le clan Saki pendant l'embuscade. Bref, ce chapitre se termine sur une incroyable double page où Naki arrive pour essayer de sauver Kanki. Franchement, moi j'essaye même plus de théoriser, je suis un simple spectateur qui attend de voir si Kanki va réussir à s'en sortir ou non. Naki, peu importe sa force, il ne pourra rien faire avec une dizaine de cavaliers. Par contre, et ça c'est mon rêve depuis plusieurs chapitres, si on voit qu'à l'image de Naki, d'autres bandits sortent par centaines de toutes les directions pour essayer de sauver leur boss, ça serait incroyable. Imaginez juste la scène. Maintenant, pourquoi Ara fait-il intervenir Naki? Est-ce qu'il veut tuer Kanki et Naki ensemble? Ça serait cruel. Est-ce que Naki va réussir à extraire le corps sans vie de Kanki pour qu'il ne soit pas profané par les troupes de Zao? Ou est-ce que par le plus grand des miracles, ils vont réussir tous les deux à s'enfuir? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour ma part, je pense toujours que Kanki va survivre. Même si on a appris encore plus sur lui pendant ce chapitre, il ne faut pas oublier que Kanki était déjà un fou avant de rejoindre le clan Saki. Il y a encore des choses à apprendre sur lui et son passé. Bref, je vous dis à la prochaine, ciao.